Bonjour. Bon, la tâche difficile de démarrer l'après-midi en post-prandial et on va essayer de tenir votre attention avec notre enthousiasme. On va essayer. Bon, moi, je suis le docteur Zaya Davichard. Je travaille à Chalon-sur-Saône dans l'équipe mobile de soins palliatifs et aussi dans le cadre d'un réseau de coordination à domicile avec les thématiques soins palliatifs et donc le réseau Pléiade. Et accessoirement, je suis aussi la présidente du comité régional soins palliatifs Bourgogne. Je vais laisser à mon co-intervenant. Bonjour, je suis Michel Bénin, je suis chargé de mission à l'ARS de Bourgogne. Et je travaille depuis un certain nombre d'années sur le dossier du soin palliatif. Et je voudrais simplement donner une précision, puisque vous avez dit, M. Guy Pochard, c'était la façon dont l'ARS envisageait de réalisation du dispositif collectif. C'est une démarche conjointe entre l'ARS et le comité régional de soins palliatifs, qui ressemble aux représentants des USP, le MSE, les réseaux, les bénévoles, les personnes qualifiées, et le comité qui est présidé par Zania. Monsieur, d'accord, je prendrai celui-là. Alors voilà, on vous présente notre région. Alors ce qui est le plus important, c'est pas tant la cartographie de la région, mais plutôt ce qu'il y a derrière, parce que vous connaissez sans doute la région de Bourgogne, au moins par les bons mets et puis les bons vins. Donc c'est présenté. Alors la réorganisation donc, des lits identifiés soins palliatifs en Bourgogne, elle est partie. Alors je ne vais pas refaire bien sûr la présentation qu'on vous a faite l'année dernière, au moins pour ceux qui étaient là. Donc déjà d'un nombre important de demandes de reconnaissance de lits identifiés en soins palliatifs émanant d'établissements divers et variés. C'était un de nos objectifs, puisque le comité régional avait participé avec l'ARS, à la demande de l'ARS, à faire des propositions sur le volet SROS du soin palliatif 2012-2016. Et puis surtout, au sein du comité régional, donc des acteurs de terrain, on s'interrogeait beaucoup sur le rôle, le fonctionnement des lits identifiés qui étaient donc autorisés jusque-là en Bourgogne. Et donc, on s'est aperçu, mais c'est des choses qui ont déjà été constatées par beaucoup d'entre vous, d'une hétérogénéité, parfois de l'absence même de connaissances par certains acteurs de soins palliatifs de l'existence même de lits identifiés au sein de leur établissement. Et je dirais pire, de même certaines directions d'établissements qui n'étaient même pas informées du fait qu'ils avaient des lits identifiés au sein de leur locaux. Disons que ça avait été oublié. Ça avait été oublié. Voilà, et donc la première étape, je crois, date de 2007, vous me dites Michel, où ça a été un peu accordé comme ça, on ne sait pas bien, sans critères bien particuliers, sans même qu'il y ait de démarche palliative. Donc on s'est interrogé, on s'est dit, ben voilà, on va essayer de travailler là-dessus, avec nous, notre objectif acteur de terrain, de privilégier plutôt la qualité, l'évaluation de la qualité, ça a été dit ce matin, de ce qui peut se faire dans un lit identifié, plus que la quantité de lits, parce qu'on affichait partout qu'on avait 150 ou 60 lits identifiés, mais finalement, voilà, ce nombre-là ne reflétait pas forcément la qualité et l'organisation de ce qui s'y fait. Donc en 2013, le comité régional de soins palliatifs Bourgogne a été missionné donc, par l'Agence régionale de santé pour proposer, le comité régional ne décide pas mais propose, un projet de réorganisation des lits identifiés. Et donc en 2014, on a remis donc, à la direction de l'ARS des propositions qui ont été validées. Et donc en mai 2014, donc pas tout à fait un an, s'est mis en place la démarche avec ce qu'on a appelé les prérequis LISP, lit identifié en Bourgogne. Et donc je vais passer la parole à Michel Bénin, puisque c'est toute la partie ARS. Oui, donc pour ne pas être trop long et être assez synthétique, donc c'est quelques mots sur une période qui s'est déroulée au cours de l'année 2013. Avec une procédure qui était de dire au niveau de l'ARS, puisqu'il y a un certain nombre d'interrogations, que le schéma régional proposait de réorganiser le dispositif des identifiés soins palliatifs. On a pris le parti de remettre, on va dire, tout à zéro, de demander aux établissements qu'ils refassent, on va dire, une demande de reconnaissance de l'identifié sur la base, on va dire, d'un dossier transmis par l'ARS, où on leur demandait qu'ils puissent se positionner, qu'ils puissent, on va dire, puissent nous demander
un certain nombre de lits identifiés, sous réserve qu'ils puissent être en mesure de nous présenter en interne un dossier qui répondait donc à la fiche, à la recommandation de la fiche HAS, ce qu'on appelle la fiche 13A, qui pour nous était le socle minimum en dessous duquel on ne devrait pas pouvoir faire de soins palliatifs dans un établissement. On a transmis aussi, ou retransmis la circulaire de 2008, parce que vous avez aperçu qu'elle était voire inconnue, voire très méconnue, une note qui avait été liée par le conseil d'administration de l'ASFAP dans les années 2012, je crois, 2013, quelque chose comme ça. Enfin, un certain nombre d'éléments, un projet aussi de fiche d'admission en liste, et puis des notes internes comité régional sur les listes, enfin plutôt les soins palliatifs en lien différencié et en EHPAD. Donc toutes ces choses-là ont été transmises aux établissements, et donc c'est à peu près à ce moment-là où nous étions venus l'année dernière pour vous présenter la démarche. Donc qu'en est-il depuis? Nous avons reçu donc un certain nombre de dossiers, les établissements qui étaient en mesure de pouvoir solliciter des listes, alors donc les établissements MCO, même les PSI, les SSR, enfin bon, un certain nombre d'établissements, 69 établissements sollicités, 41 se sont positionnés et nous avons envoyé des dossiers. On a, quand je parle de relance et de dossiers retravaillés, 12 relances, 10 retravaillés, cela veut dire aussi qu'on a une certaine, comment dire, compréhension, mensuétude aussi, un certain travail d'accompagnement auprès des établissements. Et donc nous en avons validé 35. Actuellement, il y a encore deux retardataires qui ne s'étaient pas positionnés il y a un petit moment, qui, on va dire, nous redemandent actuellement. Il y a 6 dossiers qui n'ont pas été retenus, puisqu'il nous semblait que, notamment, dans ces dossiers, il n'y avait aucune démarche palliative qui était en place, il y avait pas de politique de formation, pas de contact avec les EMSP, très peu de fin de vie. Voilà, donc on a estimé que ce n'était pas le moment de reconnaître les listes, dans la mesure où, même si on reconnaissait quelque chose, enfin, s'il n'y avait pas de répondant, il y avait personne pour pouvoir prétendre à faire des vrais identifiés de soins palliatifs. Alors, la réalisation du dispositif liste en Bourgogne. Cette reconnaissance, cette nouvelle procédure de reconnaissance de liste, finalement, nous en avons profité pour ne pas que ce soit simplement une simple politique de reconnaissance de lits identifiés. On reconnaît 3 lits par-ci, 4 lits par-là, même s'il y a aussi, on va dire, quelque part, constaté un effort de mise en place d'une politique palliative. Nous en avons profité pour dire aux établissements: vous remplissez un certain nombre, on va dire, des conditions qui ont été proposées par les professionnels eux-mêmes. Ce n'est pas l'ARS, c'était les propositions du comité régional palliatif. Mais nous, en contrepartie, on vous demande aussi de vous engager. C'est-à-dire qu'on vous propose de vous reconnaître, par exemple, 3 lits, 5 lits, 6 lits, voire 13 pour les CHU. Et en contrepartie, vous signez un engagement contractuel avec nous, où vous vous engagez à continuer à mettre en place une politique palliative, ou finalement à la mettre en place. Et dans finalement, le nombre de lits in fine a été reconnu après que le contrat de bonne pratique a été reçu à l'ARS, signé par à la fois le directeur et le président de CE des établissements. Et un point important, c'est que dans ce contrat de bonne pratique palliative, il y a l'engagement pour chaque établissement de désigner des référents listes, pour toujours avoir, on va dire, dans les pôles ou services où sont revenus des listes, des référents identifiés. Simplement, alors pour être rapide, actuellement donc, il y a 149 identifiés sur 35 établissements, auparavant il y en avait 144 sur un peu plus de 40 établissements, sur 122 lits sur 24 établissements MCO, 27 sur les établissements SSR de l'ex-locaux, et sur le calibrage, on est parti du principe qu'on essayait d'organiser la reconnaissance des listes suivant un même modèle, c'est-à-dire que quand on était, on va dire, en fonction du plateau technique et quand il y avait une démarche palliative, on pouvait reconnaître 3 listes, mais il y a en fonction, on va dire, du plateau technique, selon qu'on fait de la gériatrie, de la cancéro, de la neuro, enfin bon, de la cardio, on pouvait avoir après un nombre de listes, on va dire, différents, en échelle de 3 à 9, on va dire, en fonction des différents services de l'établissement, sachant qu'on est toujours dans le principe de reconnaître des listes dans des établissements en prenant en charge des patients complexes. On trouvait que plus il y avait, par exemple, des services de cancéro, de dialyse, de cardio et autres, de neuro, on avait de possibilité d'avoir des patients complexes. Donc, globalement, ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes passés, on va dire, d'une démarche qui était quantitative de reconnaissance d'un nombre de listes. Nous avons essayé de renverser la tendance en disant, OK, pour, on va dire, une reconnaissance d'un certain nombre, mais enfin, vous engagez tous à mettre, on va dire, une démarche de qualité dans votre établissement. Donc, le contrat
de bonnes pratiques. Donc là, une phrase qui me semble importante et qui rejoint aussi un certain nombre de propos annoncés ce matin, le LISP doit être la résultante, enfin pour nous à l'ARS, peut-être que c'est différent, il peut y avoir des points de vue différents dans d'autres régions, mais à ce jour, pour nous en Bourgogne, c'est le LISP doit être la résultante d'une démarche palliative antérieure ou en cours constatée au sein d'un établissement. Parce que nous tenons absolument à ce que l'on sorte du, on va dire, du débat qui n'a pas complètement cessé, où il est, du débat création d'établissement, qui nous disent, mais si nous n'avons pas de liste, nous ne pouvons pas faire de soins palliatifs. Donc là, nous sommes tout à fait, on va dire, opposés à ce genre de constat. Et nous voulons sortir aussi du principe qui dit qu'on ne peut faire des soins palliatifs que si on a des listes. Donc, la recommence des listes conditionnée par la signature d'un contrat de bonne pratique, on l'a déjà dit. Alors, quelques mots rapidement sur ce qu'est ce contrat de bonne pratique en Bourgogne. Vous avez un exemple. Vous avez en rouge les mots-clés. Le centre hospitalier s'engage à mettre en place une politique d'établissement, respecter les dispositions de la loi Leonetti 2005, respecter le socle minimum de la fiche 13A de l'ARS, qui d'ailleurs a une valeur contraignante par rapport aux autres fiches de l'ARS. C'est-à-dire que quand il y a une visite de certification, normalement, l'ensemble des critères de cette fiche doivent être remplis par l'établissement. Et on s'aperçoit que quand même c'est assez peu fréquemment le cas. Mettre en place une politique de formation, je pense, garantir la présence en dessous de référencements palliatifs médicaux et paramédicaux. On était très attaché, on va dire, à la désignation de référents, ou plutôt à des binômes par pôle ou par service, médecins et paramédicaux, formés. Là, on a repris les critères exigeants de l'ASPA, DU, DU, et admettre les patients en liste après concertation et recours à une fiche d'admission adaptée à la prise en charge palliative et confirmer le rôle de l'équipe mobile soins palliatifs. On a aussi attaché une grande importance à l'équipe mobile, sachant que souvent pour les cas un peu compliqués, à chaque fois, pour dire oui ou non, on n'y va pas, on y va, pour reconnaître des lits, j'ai toujours pris la tâche aussi de l'équipe, des équipes mobiles avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années. Voilà, donc après ça, c'est les engagements de l'ARS qui sont finalement relativement simples. On demande beaucoup de ça, vous avez l'habitude, vous savez ce que sont les ARS, on a beaucoup d'établissements, en revanche, nous, on s'engage souvent assez peu. C'est-à-dire que simplement, on s'engage à lire, si toutefois on constate que, on va dire, l'ensemble des éléments, des critères du contrat de bonne pratique ne sont pas repris, nous, on doit être amené à revoir notre politique de connaissance pour nos établissements en ligne identifiés. On va vous parler un petit peu plus des référents identifiés. Donc, les référents LISP, l'ARS aussi a souhaité, on va dire, avoir, toujours à l'initiative quand même du comité régional, avoir une démarche spécifique concernant les référents LISP. C'était bien beau, nous avions maintenant, on va dire, un grand nombre de lignes identifiées, un grand nombre de référents identifiés, avec quand même parfois un petit peu d'hésitation, parce que parfois on sentait bien qu'on avait désigné les référents pour faire plaisir à l'ARS parce qu'elle le demandait, ou que parfois, quand j'aurais téléphoné par endroit, j'apprenais que le référent qui avait été désigné à tel endroit était parti depuis quelques temps, quelques mois, que plus personne n'était là. Donc on a commencé un petit peu à relever les choses. Et donc nous sommes attachés, on va dire, à travailler auprès des référents, et en premier lieu auprès des référents paramédicaux, ce qui nous semblait beaucoup plus facile en termes d'entrée, on va dire, en matière pour un travail auprès des référents. Nous avons déjà eu 2 référents, on va dire, paramédicaux, des listes dans la région en 2014, en avril et dernièrement en décembre, à laquelle on avait demandé à la SAM aussi de participer. Et donc, on avait commencé aussi à travailler sur le résultat des questionnaires que nous avons envoyés à l'ensemble des référents listes, questionnaire qui a été dressé en octobre 2014 et qui concernait des interrogations adressées à chaque référent concernant leur situation, leur exercice, leurs difficultés, leurs besoins. Et maintenant, je vais prendre la parole pour vous donner quelques éléments. Je ne donnerai pas l'ensemble des résultats de ce questionnaire qui est encore en cours d'analyse. Mais je vais vous donner en fait les éléments principaux. On a beaucoup parlé de référents. Vous allez voir que c'est très variable. Vous allez voir. Donc voilà, déjà le nombre. Donc finalement, sur les 144 identifiés, on a 64 référents paramédicaux qui se répartissent, majoritairement infirmières, il y a quelques cadres, et puis je crois 2 aides-soignants. Alors, tout de suite, d'emblée, pas d'adéquation entre le nombre de lits identifiés autorisés par l'ARS et le nombre de référents désignés par l'établissement. C'est-à-dire que certains ont fait le minimum, puisqu'on a dit que c'était un référent par pôle ou service où il y a des lits identifiés, enfin une activité de lit identifié, et d'autres ont été un petit peu plus loin. Alors le nombre de référents va varier de 1,
souvent dans les établissements ex-hôpitaux locaux, jusqu'à 12. Et vous voyez que, par exemple, à Nevers, le CH, ils ont 8 lits identifiés et ils ont désigné 12 référents lits identifiés. Châlons, 9 lits identifiés, 3 référents. Et le CHU, alors c'est pas 12 lits identifiés, mais 13, 5 référents. Donc les référents, on leur a envoyé un questionnaire, donc à 6 mois en fait de la mise en œuvre du dispositif, parce qu'on s'est dit, oui, bah, c'est bien beau, le contrat de bonne pratique, c'est bien, les établissements, ils ont renvoyé pour certains des dossiers béton, mais ce qu'on veut, nous, c'est justement évaluer régulièrement ce qui se passe concrètement sur le terrain, pour voir en termes qualitatifs si ça fait bouger les choses ou pas. Donc, nombre de référents 64, donc on a eu un nombre de réponses de 38 d'entre eux, donc soit à peu près 60%. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir au premier abord? Alors déjà, c'est qui ces référents, leur expérience préalable en soins palliatifs, et on voit que à leur désignation, eh bien, c'est plutôt rassurant, 90% d'entre eux étaient déjà concernés par les soins palliatifs, mais que pour 50% d'entre eux, c'est une fonction nouvelle. Même si c'est la suite logique de leur implication, on voit quand même, alors c'est un pourcentage petit, mais environ 5%, cette fonction a été imposée. Donc imposée par la direction, par les cadres, sup, voilà. En ce qui concerne leur formation, on voit qu'un tiers des référents, en tout cas en Bourgogne, sont déjà titulaires d'un DU ou d'un DIU. Alors, je vais juste faire un commentaire là-dessus. C'est que dans l'hôpital du travail, qui est donc celui de Chalon-sur-Saône, en fait la direction, bon, nous ont réunis quand même, non mais je vais le dire quand même, en fait ils ont pas... Je connais bien d'ailleurs, j'ai l'habitude de ces très En fait cet après-midi je m'aperçois que je suis très soft, mais ceux qui me connaissent bien savent que je suis très rebelle et que je dis les choses quand je pense qu'il faut les dire en tout cas. Toujours au bénéfice de la prise en charge des patients. Et bien en fait, ils ont fait le listing de tous ceux qui avaient un DU, DIU, parmi les paramédicaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à la pêche à un volontaire dans les pôles et les services. Les cadres ont fait la liste de ceux qui avaient un DU, DIU, ils ont dit bah, c'est ceux-là qui seront référents. Alors parmi eux, je les connais et certains sont volontaires et avaient envie d'y aller, mais je peux vous dire que certains d'entre eux n'étaient pas forcément, ils ont passé un DU, mais ce n'était pas forcément pour avoir une fonction de référent. Voilà, donc 10% d'entre eux, les DU et DIU sont en cours. En tout cas, c'est l'engagement de ce qu'on avait mis dans les prérequis, c'est-à-dire que les référents identifiés doivent pouvoir obtenir une formation et de type DU-DU. Je peux vous dire que parfois, dans certaines directions, ça a un peu grincé des dents en disant non, ben, un DU c'est coûteux, faut qu'il... Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Dans la connaissance qu'ils ont du dispositif soins palliatifs, parce qu'on s'est dit finalement, ben, c'est bien, on a un comité régional, mais finalement, les acteurs de terrain, donc que sont les référents, qu'est-ce qu'ils en connaissent? On voit que plus de 50% d'entre eux ont une mauvaise connaissance du dispositif soins palliatifs en Bourgogne, donc il va falloir qu'on améliore notre communication. Par contre, plus de 60% des référents ont une bonne connaissance du dispositif identifié dans leur département respectif. 40% n'ont pas connaissance de la démarche prérequis identifiée et près de 30% n'en a que connaissance très partiellement, voire pas du tout. On peut quand même s'interroger. Parce que c'est quand même la démarche prérequis qui est à l'origine de leur désignation comme référent. Il y a quand même 40% qui savent pas pourquoi vraiment. Ils ont été désignés comme référents. L'identifié, pas référent soins palliatifs, l'identifié. Concernant le contrat de bonne pratique palliative, que donc les établissements ont contractualisé avec l'ARS, donc plus de 50% d'entre eux ont une connaissance de ce contrat. Et à la question finalement, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis la signature de ce contrat, plus de 80% d'entre eux estiment que ça s'améliore progressivement, mais que ça reste quand même à améliorer pour 80% des référents. Dans la connaissance de la circulaire de 2008, dans le rôle et les missions des référents identifiés, le texte est connu de près de la moitié des référents. Bon, il y a un point qui est peu renseigné. Alors, ce qui est important de retenir, c'est quand même, c'est ce qui est remonté à la fois des questionnaires, mais aussi lors de la dernière réunion qu'on a eue avec eux en régional en décembre, c'est vraiment leurs difficultés, leur isolement pour certains et leurs difficultés. Alors, ça a été abordé ce matin
pour les soignants en général, mais même et les référents l'identifiant, en tout cas, c'est ce qu'ils notent, c'est de faire valoir en fait leur avis et de pouvoir en fait échanger avec les médecins dans les services à propos des patients, de la complexité de la situation, des symptômes, peut-être de certaines limitations de traitement, etc. Donc pour le référent, donc on continue le questionnaire, est-ce que finalement leur rôle est suffisamment décrit dans la circulaire? Oui, oui pour 55% d'entre eux. Avez-vous un rôle reconnu? Alors vous voyez que dans le service ou le pôle, ce qui est plutôt quand même rassurant, oui pour 60%, même si on aimerait que ce pourcentage-là augmente, mais dans l'établissement, quand même la moitié répond que non. Est-ce que le LIS permet la diffusion de la culture palliative? Alors 50% d'entre eux répondent que non. La prise en charge des patients en situation complexe, oui, pour la majorité d'entre eux. Alors cette fiche, la fiche d'admission LISP, alors on n'a rien inventé, on est allé chercher des modèles, et donc je vais repasser la parole. Oui, simplement parce qu'on était un petit peu embêtés. Les professionnels nous avaient dit à ARS qu'il faudrait que l'on puisse proposer un modèle de fiche d'admission en LISP. Nous n'en avions pas. Et donc, m'adressant à M. Christian Bicochard, il y a quelque temps, M. Bicochard m'avait proposé de pouvoir travailler à partir de deux fiches qui, à l'époque, étaient parmi les plus récentes, donc celle de l'hôpital de la PHP Saint-Antoine et celle de la fiche des hôpitaux du Léman, donc une personne était là ce matin. Alors justement, quelle est l'utilisation de cette fiche d'admission pour les référents? Est-ce qu'elle est utilisée pour l'admission d'un patient? Oui, pour 60% des référents, mais est-ce qu'elle l'est finalement de façon collégiale? Un petit peu moins, 50%. De façon interdisciplinaire, quand même, on remonte aussi à 60%. Elle reste dans le dossier du patient? Oui, 60%. Est-ce qu'elle aboutit à un PPS? 50%. Il est évalué 30%. Un résultat finalement très très élevé. Est-ce que la fiche est adaptée? Oui, à 50%. D'ailleurs, lors de la réunion de décembre, il y a eu quelques points, on va dire, de discussion là-dessus. Il y avait des points qui étaient, on va dire, difficilement estimés comme pouvant être remplis par l'équipe, donc on va les changer et on vous proposera une fiche corrigée dans quelques temps. Alors, en ce qui concerne, on va dire, les besoins exprimés par les référents LISP, on va demander quels sont les besoins, comment vous voulez, comme d'après vous, qu'est-ce qui pourrait faire, on va dire, un petit peu bouger les choses. Il faudrait qu'il puisse y avoir une définition plus claire du rôle du référent. Et là, je pense que la définition plus claire du rôle du référent, ça va avec le meilleur encadrement juridique des listes et des référents. Puisque, par exemple, bon, on a peut-être un petit peu abordé ce matin, mais moi, en tant qu'ARS, on va dire, dans le cadre des schémas régionaux d'organisation des soins, on traite, on va dire, des activités de soins. Il y a une vingtaine, on va dire, d'activités de soins qui figurent parmi les matières obligatoirement traitées dans les SROS. Les soins palliatifs en font une. Mais à la différence d'un certain nombre d'autres activités de soins, je pense par exemple un petit peu au hasard, à la néonate, à la réanimation, rien n'est vraiment normé au niveau du code de la santé publique. Il n'y a pas de décret d'organisation sur, on va dire, sur les équipes, sur le fonctionnement, il n'y a pas tout ça. Nous travaillons que, on va dire, à partir de la circulaire, qui est un bon cadre, mais circulaire qui reste quand même ce qu'est une circulaire, c'est-à-dire un document d'orientation explicatif et qui n'a pas de valeur juridique en tant que tel. C'est vraiment le stade qu'on a avec les directions des établissements pour dire oui, d'accord, ce que vous dites est très bien, mais quand même, ce n'est qu'une circulaire. Voilà, donc, à mon avis, il y a une difficulté, on va dire, sur l'encadrement juridique à la fois de l'activité de soins palliatifs et sur les référents, les discours. Des besoins en termes de formation sur l'éthique, la douleur, sur le cadre légal, ça rejoint la ligne plus haut. Un peu plus de partenariat et d'échange avec les EMSP, les réseaux, les unités. Un point important aussi qui était celle de dire, on vous a déjà rassemblé 2 fois, est-ce que vous souhaitez qu'on puisse continuer, on va dire, et que ces rassemblements, ça devienne, on va dire, l'occasion de rencontres organisées plutôt régulières. Donc ça a été, oui, on va dire, la l'unanimité, et surtout avec le soutien de l'ARS, le référent Etienne, pensant que si la ARS, on va dire, n'est pas suffisamment, on va dire, partie prenante dans cette démarche, il ne faut pas uniquement compter sur les directions des établissements pour les laisser venir dans ce cadre-là, on va dire, sur des réunions régionales. Évolution souhaitée vers des binômes de référents, là on rejoint la difficulté qu'il peut y avoir entre binômes paramédicaux et médicaux, et faire évoluer les pratiques par la formation des médecins, c'est un point qui a déjà été abordé plusieurs fois ce matin. Donc, l'évolution des rencontres de référendisme, c'est celle d'avant. Donc, il y a un 60%
vraiment des référents en fait de se réunir régulièrement en régional parce qu'il y a ce besoin d'échange à la fois entre eux, mais aussi avec les autres acteurs de soins palliatifs que sont les membres des unités de soins palliatifs et surtout les équipes mobiles avec lesquelles ils ont des échanges assez réguliers, en tout cas dans leur pratique quotidienne. Et le frein, en fait, qui est... mais il y a des obstacles. Alors les obstacles, c'est... bon, la Bourgogne est une grosse région, mais pas plus grosse que les autres. La difficulté de venir de leurs établissements quand on est au fin fond de la Nièvre ou dans le nord de la Côte d'Or, de venir à Dijon. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est surtout, en fait, d'avoir du temps détaché pour pouvoir venir par leur cadre et leur direction. La direction des soins et la direction des ressources humaines qui dit, bon, ben, on vous a déjà nommé référent, donc ne croyez pas quand même qu'on va en plus vous donner du temps pour aller vous réunir, temps qui ne va pas servir à grand chose. C'est pas moi qui dis, hein. Non, c'est pas fini. Voilà, donc une démarche prérequis identifiée, initiée par l'ARS, bien sûr avec le comité régional, au regard d'une demande quantitative, c'est-à-dire des établissements demandent un certain nombre de lits identifiés, bien sûr la T2A passe par là, donc voilà, transformée par le comité régional en accord avec notre agence régionale de santé en démarche qualitative. Voilà, et on estime que la reconnaissance de lits identifiés devient, en tout cas en Bourgogne, un moyen, parmi d'autres, de diffusion de la démarche palliative avec des objectifs de qualité contractuellement fixés par l'ARS avec les établissements. Donc, un cadre administratif, donc, qui est le contrat de bonne pratique, des effecteurs qui sont donc les référents identifiés, avec comme objectif donc une mise en synergie de tous les acteurs de soins palliatifs, que sont donc les référents, enfin tous les acteurs. Le souhait, et on a cette... je ne sais pas, vous, dans vos régions, mais je sais pas, quand on parle de ce que l'on fait, on trouve que c'est vraiment super qu'on puisse travailler ensemble, réfléchir ensemble, les acteurs de terrain et l'ARS. Et nous, ça nous semble tout à fait, tout d'abord bénéfique et puis évident, parce que de toute façon, l'ARS sans les acteurs de terrain, on ne fait pas grand-chose, et puis les acteurs de terrain sans l'ARS, on n'est pas grand-chose non plus. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une culture commune en Bourgogne de la prise en charge palliative en lit identifié ou pas. Et surtout d'ailleurs, pas en lit identifié, puisque la base de la prise en charge palliative, c'est bien partout. C'est à domicile, dans les EHPAD, on l'a dit, dans les SSR, dans les services MCO, en CHU, en CHG, en ex-hôpital local. Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau, dans les services où il y a beaucoup de soins palliatifs avec des situations complexes, plus ou moins complexes, eh bien, reconnaître une activité avec une démarche qui est celle du lit identifié. En tout cas, c'est la conception qu'on en a en Bourgogne. Alors, c'est pas sans mal, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions aussi, parce que les organisations en Bourgogne, c'est comme dans toutes les régions, hein, il y a des lits éclatés, on entendait ce matin ce qu'il faut qu'ils soient géographiquement, des endroits où les lits ont été regroupés, où on va faire des pseudo-USP, c'est fort dommage, parce que finalement, on nivelle... Voilà, donc l'objectif, c'était celui-ci. Notre objectif au Suisse, c'est de continuer de réunir les référents lits identifiés 1 à 2 fois par an, quand même en régional, avec tous les acteurs de soins palliatifs, surtout des équipes mobiles. Et puis là, comme vous l'avez compris, on est au début en fait de cette réflexion, même si c'est en marche. Là, on vous a présenté un questionnaire qu'on a envoyé volontairement 6 mois après la mise en œuvre du dispositif, avec certains référents qui venaient d'être pratiquement nommés. On espère évaluer ce dispositif fin 2015. Et là, on essaiera d'évaluer si effectivement il y a une évolution des pratiques, s'il y a une incidence sur la prise en charge des patients. On ne sait pas encore quel indicateur on va prendre. Et puis un des objectifs aussi, parce que si on veut vraiment niveler par le haut, c'est d'étendre la notion de référence soins palliatifs à tous les services, c'est-à-dire pas uniquement dans les endroits où il y a des lits identifiés, mais bien partout, un peu comme les référents douleurs, les référents hygiène, etc., où on a partout dans tous les services et dans tous les ponts. Et puis voilà, je voulais terminer en partageant avec vous un bon verre de Bourgogne virtuel. Voilà. Merci.